Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Mathieu. Salut Fabienne, comment il est ? Léla même, bonne année. Oui, bonne année. C'est le moment de présenter nos meilleurs vœux à l'équipe et à tous nos auditeurs. Et oui, on commence une nouvelle année en grande forme. Et puis pour cette 4e année de Bas de Carré, déjà 4 ans, on peut dire qu'on a déjà plein de projets dans les backstage. Ouais, le temps passe vite, déjà 4 ans. Et en fait, sans vous les auditeurs, on n'en serait pas là. Alors on espère continuer à vous retrouver épisode après épisode tout au long de cette nouvelle année. N'hésitez surtout pas à nous laisser aussi des petits mots sur Instagram, on adore ça. On adore ça. Mais Fabienne, trêve de bavardage, qui accueille-t-on aujourd'hui pour démarrer 2024 ? Eh bien aujourd'hui nous accueillons quelqu'un que nous aimons beaucoup chez Bas de Carré, une jeune femme qui est très active et très engagée dans la vie citoyenne. J'ai nommé Mathilde Lebon, aussi connue sous le nom de Mathicose sur Instagram. Mathilde a cofondé avec Lamia Mounavarali une association à La Réunion qui rassemble les jeunes femmes réunionnaises. L'association vise à donner les clés pour pouvoir s'engager davantage dans la vie citoyenne pour celles qui le souhaitent. Mathilde défend la cause féministe au premier plan et elle est également à titre individuel et professionnel très engagée dans les questions politiques, les questions de la vie publique, de l'aménagement du territoire par son travail au quotidien mais aussi à travers toutes ses expériences citoyennes. Elle va notamment nous parler de sa participation au G7 et au G20 des jeunes l'année dernière et nous montrer comment aujourd'hui on peut œuvrer pour la société, mener son propre combat et en même temps avoir de l'espoir en notre avenir. Et je vous souhaite donc à tous et toutes une très bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bonjour Mathilde, bienvenue sur Bas de Carré. Bonjour. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton parcours et de tes engagements politiques et citoyens. Cette année, en 2023, au moment où on enregistre, on a notamment beaucoup entendu parler de ta participation au Youth 7, qu'on appelle G7 des jeunes, et au Youth 20, le G20 des jeunes, donc, et à plusieurs événements en tant que déléguée française, aux côtés d'autres jeunes français. Et vous avez représenté donc la France et travaillé sur des recommandations qui ont ensuite été transmises au gouvernement participant à ces sommets. C'est ça. Bon. Je spoil pas tout pour les auditeurs parce qu'on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans cet épisode. Tu es engagée depuis longtemps dans la vie politique et citoyenne, malgré quand même ton jeune âge, notamment à La Réunion. Tu es aussi la cofondatrice d'Aujourd'hui les citoyennes, une association qui vise à encourager et à accompagner l'émancipation des femmes à La Réunion. On peut voir que tu es très engagée notamment dans la cause féministe et même écoféministe. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs ? D'où est-ce que tu viens à La Réunion ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup Fabienne de m'accueillir dans Bas de Carré. Je suis hyper contente. Donc j'ai 26 ans. Je suis originaire de l'Est de l'île, plus précisément de Saint-Benoît. Mes deux parents sont issus pareil de Saint-Benoît. Ma mère et ma grand-mère, elles viennent d'un petit village qui s'appelle Le Cratère. Donc j'ai grandi en fait dans cet environnement-là. J'ai principalement fait ma scolarité dans l'Est jusqu'au collège et puis plutôt à Saint-Denis pour le lycée. On va dire que j'ai un peu bougé à l'arrivée du lycée et puis je retournais les week-ends chez moi. Du coup, moi, je viens principalement d'une famille créole, donc on est mélangés, on sait pas trop d'où on vient exactement. C'est où Le Cratère exactement ? C'est dans les Hauts-de-Saint-Benoît en fait. Okay. C'est là où en fait les gens vont prendre leur bouchon chez Pichane. Ah, le fameux. Voilà, il y a Pichane et en fait quand on arrive à Pichane, on monte et c'est Le Cratère. Du coup, c'est un petit village en fait dans les Hauts-de-Saint-Benoît et c'est là d'où ma grand-mère vient. Enfin, du coup, de la famille du côté de ma maman et du côté de mes parents, enfin de mon père, c'est plutôt au centre-ville de Saint-Benoît. Du coup, pour ceux qui connaissent, c'est vers la piscine de la gare. Tu as fait du coup toute ton enfance, ta scolarité jusqu'au bac ensuite à La Réunion ?
Ouais, exactement. Voilà, jusqu'au bac. Comme je disais, je suis partie en fait à Saint-Denis pour mon lycée. Mes parents voulaient me mettre à Levavasseur, donc je suis partie en fait dans ce lycée-là jusqu'à mon bac, et en retournant tous les week-ends dans l'Est. C'est quand j'ai eu en fait le concours pour Sciences Po que je suis partie à Paris à la fin de mes 17 ans et au début de mes 18 ans. Donc j'ai passé en même temps que mon bac le concours pour l'Institut politique de Paris que j'ai eu. Et à partir de ce moment-là, en fait, depuis 2015, je suis en Hexagone avec des voyages entre et des retours à La Réunion, notamment pendant le Covid. J'ai eu l'occasion de faire 1 an en Australie. J'ai eu l'occasion aussi de refaire 1 an à La Réunion. Donc, comme je le disais, au moment du Covid, ça devait être que 6 mois, mais finalement, ça s'est un peu étendu. Et donc, c'est cette année-là aussi qui a fait que je me suis un peu reconnectée à La Réunion, que j'ai vu La Réunion d'un œil complètement différent, qui était plus juste... soit c'est l'endroit où j'ai grandi ou comme un endroit de vacances quand j'y retourne à la fin de mon année étudiante. Là, j'y ai vraiment travaillé, j'ai eu une vie en fait quotidienne là-bas. C'est aussi là que j'ai redécouvert plein de choses de l'île, de ma culture, et ça a vachement influencé mes réflexions. Là, tu parlais dans le féminisme, mais aussi vis-à-vis de mon parcours, dans la façon dont je voulais être engagée et comment un peu je gérais le fait d'être entre deux territoires. En termes étudiants, donc j'ai eu mon master, j'ai fait une licence de sciences sociales et de sciences politiques. Et en master, j'ai fait l'école urbaine de Sciences Po, donc c'est une école qui m'a permis d'étudier la gouvernance des villes. Bon, c'est pas tout à fait de l'urbanisme au sens où on acquiert des compétences aussi techniques que les urbanistes, mais en fait, on est plus dans une approche de sciences sociales, de sciences politiques, de la fabrique de la ville, de la fabrique des territoires, notamment de l'étude des relations entre acteurs. Et j'ai eu un angle assez international puisque j'ai fait le master plutôt en anglais. Et donc, du coup, j'ai pas mal étudié les villes d'Asie du Sud-Est, les villes d'Afrique de l'Est, notamment Nairobi au Kenya. C'était des villes qui m'intéressaient beaucoup. Donc là, j'avais un vrai intérêt pour la question de la ville, l'urbanité. Et ce qui m'a notamment donné envie de faire ça, c'est mon voyage à Hong Kong, que j'ai pu réaliser pendant que j'ai fait mon année en Australie, et après à la fin du coup j'ai fait un voyage en Asie, et Hong Kong ça m'a vraiment j'ai vraiment été fascinée par cette ville et par la densité, la hauteur des immeubles, et du coup c'est ça qui m'a vraiment donné envie d'aller vers un peu l'étude des villes et ce que je disais, la fabrique de la ville autour des questions urbaines, des questions sociales urbaines, etc. Tout ça c'est le parcours à Sciences Po qui t'a permis de le faire. T'es un peu resté à Paris pour suivre les cours, t'avais aussi des années à l'étranger, c'est ça? C'est ça exactement, en fait j'ai fait mes 2 premières années à Paris et j'ai fait ma dernière année de licence à l'étranger. Là ça a été mes premières vraies expériences de voyage en solo. Du coup, ce voyage, je suis partie à Hong Kong et à Taïwan, et ça a été mes premières expériences de voyage seule. Donc, j'ai décidé de partir seule. Là, ça me paraît tellement loin parce que j'ai 26 ans, mais du coup, j'avais 19 ans, 20 ans, et puis j'ai pris mon sac à dos et je suis partie voyager du coup à Hong Kong, et j'ai beaucoup aimé en termes aussi de découverte d'une forme de liberté, de voyager seule, et aussi un peu de peur, de découverte d'une culture. Et du coup, c'est à partir de là que je me suis vachement intéressée aux villes, notamment sud-asiatiques. Et puis après, je suis revenue de mon année à l'étranger. J'ai fait mon premier master, mon master 1, et je suis repartie à La Réunion pendant 1 an, où là, j'ai travaillé en fait à l'Agence française de développement pour 6 mois de stage. Donc là, ça m'a permis pas mal de découvrir plein de projets qui se faisaient sur le territoire. Donc c'est un peu là où j'ai commencé par la sphère professionnelle, en fait, à rencontrer les acteurs, à comprendre ce qui se passait en termes un peu de projets structurants sur l'île. Les autres 6 mois, j'ai travaillé pour un documentaire qui s'appelait Fond de Cœur Marmaille, qui avait pour but de, en fait, à travers le cinéma, sensibiliser les jeunes aux enjeux de transition écologique, et notamment leur donner la parole à ces jeunes. Donc des jeunes issus de différents endroits dans l'île. On a essayé d'avoir une diversité de territoires d'origine dans La Réunion. Bon, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais en fait c'est tellement différent en fonction de là où on vient, si on vient d'un espace rural ou plutôt si on vient de la côte, etc. Et donc j'ai été pendant plusieurs mois co-réalisatrice un peu de cette série avec donc Pierre Bécu,
qui était le réalisateur en question et qui m'a fait confiance. Et du coup, j'ai une expérience en fait dans le cinéma à La Réunion. Et puis j'ai travaillé avec ces jeunes. On est parti faire des marches au volcan. Enfin, j'ai travaillé tout avec eux des thématiques et leur avis sur, par exemple, la question des déchets à La Réunion, le lien entre par exemple la spiritualité et la question des déchets, par exemple le fait que on est très croyant à La Réunion en fonction des différentes religions, et que du coup que ce soit le temple, l'église ou la mosquée, que c'est un endroit où généralement en fait on en prend soin. Il y a un jeune qui a comparé La Réunion en fait au temple, à l'église, et au fait que en fait c'était vers ça qu'il fallait aller en termes de respect de la nature, parce qu'aujourd'hui quand on fait des marches ou des choses comme ça, on voit très bien qu'il y a énormément de pollution, un peu d'incivilité sur les routes de l'île. Et du coup, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, le lien en fait entre la religion et le fait de prendre soin de la nature, et la comparaison avec les différents lieux de culte. J'avais trouvé ça intéressant. Donc c'est un peu ces chemins-là que j'avais explorés dans le cinéma avec les jeunes. D'accord. Donc tu as fait des choses très variées déjà pendant tes études. Et est-ce que c'est des choses que tu avais déjà envie de faire avant de partir de La Réunion? Tu avais déjà cette perspective et cette envie de t'engager, de travailler sur des sujets au service de la société sur le territoire? Franchement, avant mes études, j'étais pas du tout engagée. Un peu au lycée, je commençais à être sensibilisée. Comme je préparais mon concours à Sciences Po, je commençais à regarder un peu les associations qui existaient sur le campus, et je voyais qu'il y avait vraiment une vie associative extrêmement riche. Mais moi, j'ai pas été politisée très jeune comme j'ai pu le voir pour certaines personnes, par exemple notamment à Paris. Moi, c'est pas du tout été le cas. En fait, je suis arrivée à Sciences Po, et puis en fait il y avait une journée des associations, et il y avait cet asso là, donc cet asso féministe, c'est la première association dans laquelle je me suis engagée, qui s'appelait Politiquelle, et qui visait à améliorer la représentation des femmes, notamment dans le milieu politique, et à lutter contre le sexisme. Et c'est vrai que par contre, j'ai toujours eu un intérêt pour les questions politiques, dans le sens où je regardais pas mal je regardais à travers mes parents un peu des débats où j'avais accès à ça par ce biais-là. Et en fait, il y avait une femme politique qui était invitée par cette association pour une ouverture de l'année, et je me suis dit je l'ai déjà vue à la télé, je trouve ça stylé, il y a une femme que j'ai déjà vue à la télé qui fait une conférence. Donc en fait j'étais un peu naïve en même temps, je me suis dit il y a une femme connue, ça a l'air cool, je vais voir. Et en fait et je sais pas pourquoi je suis allée vers cette asso féministe, parce que j'ai jamais eu non plus un engagement très fort féministe auparavant. Je sais pas, je voyais les femmes de ma famille, ma mère qui avait son travail ou autre, mais qui portait pas non plus d'idées féministes très vocales, même si peut-être ce qu'elle faisait au quotidien était féministe. En tout cas, j'ai pas du tout ce regard-là, mais je me suis dirigée vers ça en fait, et ça a été le début de mon engagement et de mon engagement féministe. Quand j'aurai 28 ans, ça fera presque 10 ans en fait que je suis engagée là-dedans. Et en fait, je sais pas, au fur et à mesure, on rentre dans l'engagement, et puis je sais pas, il y a une forme de révolte qui naît ou qui s'alimente. Je pense que oui, j'avais envie de faire bouger les choses, j'avais envie de participer à quelque chose qui était un peu plus grand que moi, c'est-à-dire que je sais pas, au travers de mes voyages aussi, j'ai découvert un peu les questions de lutte anticoloniale, notamment à travers les personnes autochtones d'Australie. Donc j'ai eu cette approche-là via eux. En fait, c'est via mes voyages en Australie et via les études que j'ai fait en Australie, notamment, qui étaient beaucoup sur la place des femmes donc autochtones en Australie, le lien en fait avec le colonialisme, et aujourd'hui de la façon dont elles étaient traitées. Et en fait, il y avait des mécanismes ou des grilles de lecture qui étaient un peu similaires en fait à ce qu'on vivait peut-être à La Réunion, ce qu'on avait vécu. À partir de là, en fait, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. J'ai vraiment été alimentée par à la fois mes voyages, mais aussi mes études, et puis les gens qui m'entouraient à Sciences Po. Donc qu'on soit d'accord ou pas, je veux dire, il y avait plein de gens engagés, donc forcément en fait tu te mets dedans mais voilà, en fait j'ai commencé d'un point de vue un peu naïf en me disant je veux améliorer la place des femmes, et puis en fait tu te rends compte qu'au sein du mouvement féministe, il y a plein de contradictions, il y a plein de conflits en interne, et puis en fait tu tires un peu les fils, et puis c'est comme ça en fait que j'ai démarré, et ça continue parce que je peux plus fermer les yeux. C'est que dès que t'as
mis des lunettes et que tu te rends compte de l'ampleur, en tout cas sur la question féministe, notamment des violences faites aux femmes, déjà parce que je suis une femme et puis parce que je peux pas rester là, ne rien faire. Et aussi, c'est un peu l'énergie collective qui m'anime, c'est que je le fais avec d'autres personnes et c'est ça qui est le plus important pour moi, quoi. Voilà, je dirais que c'est ça qui m'anime aussi dans le militantisme ou le fait de faire des choses liées à la citoyenneté. C'est vraiment le fait de le faire avec d'autres personnes. C'est ça qui m'intéresse, quoi. C'est qu'on aille ensemble vers quelque chose de mieux. C'est un peu comme si tu avais découvert une grille de lecture qui t'a donné un certain regard sur le monde que tu n'avais pas forcément avant, qui ensuite s'est alimenté avec toute la construction d'un réseau, des rencontres et des situations que tu as pu rencontrer dans différents endroits du monde. Oui, exactement. Je pense qu'en fait, mon ouverture à l'international, elle a été décisive. J'ai rencontré des femmes de différents territoires, avec des expériences très différentes des miennes. Moi, je me suis toujours un peu intéressée à ce qui se passait ailleurs pour les femmes, parce que certes, en France, voilà, bon, il y a des choses qui ne vont pas, mais je trouve qu'on a quand même une situation qui est plus ou moins privilégiée par rapport à d'autres pays où là vraiment, on ne peut pas parler de féminisme, on ne peut pas l'évoquer de manière aussi naturelle dans un podcast. Juste le fait de faire un podcast comme ça où je parle tranquillement de mon combat féministe et pourquoi ça m'anime. En fait, il y a des femmes dans des pays, en fait, elles ne peuvent même pas exprimer ça. C'est-à-dire qu'elles le font, c'est des atteintes à leur vie. Moi, je prends l'exemple le plus extrême qui est l'Afghanistan, mais il y a eu récemment l'Iran, au Mexique, il y a des femmes qui se font enlever tous les 2 jours. Moi, ça m'a permis de me décentrer et ça m'a permis vraiment d'essayer de créer des formes de solidarité avec d'autres femmes à l'extérieur, tout en continuant ce qui existe dans mon pays, et dans mon territoire, mais tout en ayant aussi conscience de la chance que j'ai de pouvoir mener ce combat, parce que en fait, parfois, on peut juste pas le mener tranquillement entre guillemets, ou en tout cas, si on le mène, c'est au prix de sacrifices énormes. Et j'essaie d'avoir un peu de l'humilité vis-à-vis de ça, parce que je trouve qu'il y a des endroits où c'est encore pire. Et ouais, bien sûr. Et alors, quelle a été ta toute première action engagée? Ma toute première action engagée, j'arrive pas à me rappeler de la première, mais je pense que j'ai dû, quand on était à Sciences Po, on organisait des conférences pour sensibiliser aux questions féministes. Donc j'ai dû, au tout début, quand on arrive dans une asso, en fait, ce que tu fais, c'est que t'accueilles les gens pour aller aux conférences. Donc j'ai juste fait de l'accueil, je faisais de la com. Bon, j'ai participé au tour pour organiser un événement féministe, donc je dirais que c'est ça. Après, bon, c'était dans un contexte assez privilégié qui est un milieu étudiant, voilà, à Sciences Po, mais on va dire que c'est comme ça que j'ai démarré. Mais du coup, j'ai eu un truc, quand tu m'as posé la question, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Quand j'ai été en Master 1, j'ai été présidente de l'antenne de Politiquel à Sciences Po Paris. Du coup, on a organisé une conférence sur notamment les nouvelles formes de médias concernant le féminisme. Et en fait, c'était l'époque où les podcasts commençaient à arriver. Donc, c'était vers 2017-2018. En fait, c'était un peu les nouvelles influenceuses qui utilisaient le podcast, qui commençaient à se faire connaître, comme Victoire Tuaillon notamment, ou Grassley, qui ont fait le podcast Les couilles sur la table, ou Kif Taras, du coup notamment Grassley, voilà, avec Rokhaya Diallo. C'était le début en fait de ces premières formes de liberté de parole ou de médias ou de formats. Ça avait été une des meilleures conférences qu'on avait organisées. C'était génial. Elles ont parlé de leur podcast, de la façon dont elles l'utilisaient comme nouvelle plateforme pour diffuser des idées féministes. Puis ça avait été ultra ouverte et en fait c'était vraiment le début. C'était pas très connu encore à l'époque. Enfin, ça avait été une conférence géniale et j'avais été hyper heureuse de pouvoir mettre en valeur des femmes, faire connaître ces femmes à d'autres femmes et voilà, faire de cette transmission-là. Donc je dirais que ça a été aussi beaucoup autour de la transmission d'idées concrètes, mais aussi un peu théoriques. Du coup, comme je me formais, j'essayais vachement d'apprendre et tout. Donc je dirais que ça a commencé par là dans le milieu étudiant. Et donc, tu es entrée dès ta première année dans cette association un peu par hasard, comme tu nous as expliqué, Politiquel, qui est une asso étudiante. Et puis là, tu disais, après quelques années, en fait, tu es devenue présidente de l'antenne parisienne. Ouais, c'est ça. En fait, je suis la première année de mon master, donc ça dure 1 an généralement, hein, puisque après on change d'année puis on laisse la place à d'autres personnes. Mais ouais, j'ai été présidente de l'asso pendant ma première année de master. On était avec une de mes meilleures amies qui s'appelle Eve. Qui était du coup la
secrétaire générale, mais on a fait des actions tellement cool. Ça a été une des meilleures années de ma vie en termes de militantisme parce qu'en fait, je découvrais tout. Et du coup, on a fait plein de conférences sur plein de sujets différents. À l'époque, on parlait pas encore trop d'écoféminisme, donc du lien entre la lutte pour l'environnement et la lutte pour le droit des femmes. Donc, on avait organisé une conférence là-dessus. On avait organisé ce que je te disais, la conférence sur les médias féministes à travers les podcasts. On avait fait, j'avais fait des partenariats avec une association qui s'appelle Révèle et qui s'occupe d'accompagner des jeunes femmes des quartiers populaires. On leur avait fait visiter Sciences Po, on leur avait fait des ateliers de CV, voilà. On faisait des ateliers de broderie féministe. Du coup, on avait une femme qui brodait et du coup on a mené soit nos t-shirts soit nos tote bags et en fait on brodait un peu des dessins un peu féministes, on avait brodé un peu des vulves, des seins, des trucs un peu, des messages, plein de petits messages féministes et tout, et du coup ça avait été trop bien. On avait fait ces partenariats là. On avait aussi on avait fait une exposition avec les archives lesbiennes de Paris. On avait fait toute une exposition dans un des halls de Sciences Po avec en fait un peu plein d'affiches, plein de pancartes qui avaient été utilisées notamment dans les années du MLF, donc le mouvement de libération des femmes, aussi des affiches spécifiquement destinées au combat des femmes lesbiennes. Et donc on avait fait plein de choses. Ça avait été super riche. On avait fait aussi une conférence sur la question des masculinités, dans comment les masculinités étaient étudiées dans la recherche. Ça a été génial. On avait lancé une newsletter aussi pour un peu faire donner les actus des différents événements qui se passaient sur Paris en termes féministes. On avait fait plein de trucs. Oh là là. C'était hyper complet. Ah ouais, c'était super complet. C'était génial. C'était comme ça que je m'étais formée en plus au-delà du sujet féministe à m'occuper d'une asso, avoir un projet associatif. Du coup, ça m'a vachement formée ces années-là. Organiser des conférences, animer des conférences. C'est aussi ça qui a fait que après, plus tard, j'ai fait d'autres choses. J'ai créé ma propre asso, mais du coup, je me sens hyper chanceuse d'avoir été dans un milieu où la vie associative était autant valorisée, ou en tout cas, et je pense que c'est l'institution qui fait ça, mais où on a été, nous mettait des salles à disposition, où les personnes acceptaient de venir. J'avais beaucoup aimé. Tes années étudiantes ont été hyper riches, et où est-ce que t'en es maintenant ? Ouais, ça fait déjà 2 ans maintenant que j'ai eu mon diplôme. J'ai eu mon diplôme en 2021. Maintenant, où j'en suis, j'ai eu mon premier boulot en avril 2022. Entre-temps, en fait, j'ai continué à faire un petit CDD de 5 mois suite à mon stage de fin d'études, et il m'avait repris. C'était une agence d'urbanisme, et j'avais fait un projet sur un projet de podcast justement sur les villes écoféministes. Le podcast s'appelait Les Sorts de la Cité, les Sorts SORTS. Et en même temps un peu l'essor E2SOR. C'était un podcast sur les villes écoféministes, et j'avais un peu essayé de mener une réflexion sur qu'est-ce que c'était une ville écoféministe, comment ça se transposait en termes d'architecture, mais aussi de gouvernance, de lien entre les habitants. Et puis après, cette expérience très cool, j'ai eu mon premier boulot donc en avril 2022, et je suis actuellement en collectivité territoriale, donc je travaille dans la fonction publique dans le 93. Je travaille au niveau intercommunal, donc concrètement ce serait la CIRES, la CINOR, le TCO, on va dire, pour l'équivalent réunionnais. Donc il regroupe plusieurs villes du 93, dont par exemple Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve. Et je suis chargée de mission politique de la ville. Et alors là, je prends un peu longtemps à expliquer ce que c'est, parce que c'est pas forcément logique, mais du coup, en gros, j'accompagne notamment les structures associatives dans leurs projets et dans leur financement. La politique de la ville, ça s'adresse spécifiquement aux quartiers prioritaires, donc ce sont les quartiers qui sont en dessous d'un certain seuil de revenus. Et donc j'accompagne les associations qui mènent des actions dans ces quartiers sur différentes thématiques, notamment par exemple la question de l'habitat cadre de vie, la culture, la santé. Et je suis aussi coordinatrice linguistique. Donc en gros, je m'occupe des questions d'accès à la langue française et de plurilinguisme un peu sur le territoire où je travaille. Concrètement, ça va être la coordination d'une plateforme qui a été mise en place à l'échelle de notre territoire pour que les personnes puissent accéder à des cours de français. La Seine-Saint-Denis, c'est un territoire où il y a plus de 150 nationalités, avec un fort
un fort passé d'immigration notamment, hyper intéressant. Les questions de langue qui sont posées, c'est un peu des questions de langue qui pourraient être posées notamment pour la Réunion avec le créole, et voilà un peu ce que je fais actuellement. Tu parles un peu des liens que tu arrives à créer depuis le début. On traverse un petit peu cette question-là entre ton expérience en Hexagone, en région parisienne ou même ailleurs, et ce que tu as pu observer à La Réunion. À La Réunion, tu as créé une association, comme on l'évoquait au tout début, donc qui s'appelle Aujourd'hui les Citoyennes. Ça, c'était en 2022, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste l'asso? Qu'est-ce que vous faites? Quel est son objectif? Oui, j'ai créé Aujourd'hui les Citoyennes avec Lamia Mounavarali. On a eu le statut d'association en mai 2022, mais on a commencé à réfléchir au projet en janvier 2022. Donc en gros, le but de l'association, c'est d'encourager l'engagement des jeunes femmes dans la vie publique à La Réunion. En fait, on est parti de plusieurs constats. Quand Lamia et moi, on a commencé à réfléchir au projet toutes les deux. Lamia, donc c'est une jeune femme réunionnaise qui a grandi donc à La Réunion, à Saint-Denis, et qui, pareil, a fait également Sciences Po, mais elle a un an de moins que moi, et qui était aussi engagée sur les questions féministes depuis un petit moment, et que en fait, je voyais un peu de loin et je regardais son parcours, mais on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de travailler ensemble. Et en fait on s'est retrouvés autour de ce projet-là avec une envie en fait commune de porter des questions féministes à l'échelle de La Réunion, de pouvoir créer une synergie entre les femmes de notre âge, mais aussi les femmes qui ont plus d'expérience. Lamia et moi, on a commencé à réfléchir à ça au janvier 2022 en partant du constat que les jeunes femmes étaient assez invisibilisées en fait dans la vie publique, dans l'espace public, dans l'espace médiatique à La Réunion. Les femmes de manière générale, mais encore plus les jeunes femmes. Donc nous à l'époque, on avait 23 et 24 ans. Et donc on est parti de ce constat que en fait on ne se connaissait pas entre nous. On ne savait pas ce qu'on faisait, il n'y avait pas de lien. Enfin, évidemment, il y a des assos féministes à La Réunion qui luttent notamment, principalement sur la question des violences faites aux femmes. Mais en fait, j'avais du mal à identifier un mouvement féministe qui permettait de regrouper des jeunes femmes au-delà des questions de violence en fait, et qui soit pas non plus que juste un truc de réseautage autour de l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai qu'il y avait déjà des réseaux de femmes autour de ces sujets-là. Nous, on voulait vraiment avoir porté une réflexion féministe pour notre territoire. Et puis du constat que y avait peu de transmission entre les femmes qui avaient milité, je pense particulièrement à l'Union des femmes réunionnaises notamment, c'est celles qui ont beaucoup fait pour la question de l'émancipation des femmes à La Réunion, et qui ont porté un message politique fort sur la condition des femmes réunionnaises. Voilà, en fait, il y a eu un peu une coupure entre ce mouvement-là et puis notre génération, peu de liens. Il y avait pas d'espace peut-être pour échanger aussi de façon privilégiée ou sereine. Oui, exactement. En fait, pour savoir ce qu'elles ont fait, connaître notre histoire. En fait, c'est aussi du fait, on s'est rendu compte, mais en fait, on connaît pas notre histoire. C'est déjà de manière générale à La Réunion, on nous enseigne pas notre histoire générale, mais l'histoire des femmes encore plus. On ne connaît rien, on n'a pas de nom. Tu me parles de l'histoire des femmes à La Réunion, j'aurais jamais su te citer un nom de femme, bon à part Huguette Bello ou des femmes très connues comme ça qui ont réussi à atteindre des positions importantes, mais sinon c'était pas de connaissance de ce mouvement-là. Et pour moi en fait on peut pas viser une forme d'émancipation si on connaît pas notre histoire. Je veux dire, je trouve que pour moi c'est impossible. Évidemment on avait un regard particulier sur le monde politique parce que par rapport à nos études, puisqu'on a fait des sciences sociales, des sciences politiques, donc on avait un regard aussi un peu dépité face à ce qui était proposé politiquement à La Réunion, où on se reconnaissait absolument pas. Qu'est-ce que vous proposez comme action? Comment vous rassemblez du coup les jeunes femmes? Comment vous vous faites connaître? Qu'est-ce qui se passe concrètement? On voulait encourager l'engagement des jeunes femmes par un biais en particulier, une forme d'action particulière, donc les formations. Donc à la base, on voulait juste faire une formation. Finalement, on en a fait plusieurs. On est devenu une asso. Ce que nous on appelle formation, c'est plusieurs jours où il y a différents modules. Donc il y a 3 modules
donc un module qui s'appelle s'instruire, l'autre construire son récit et le dernier s'outiller. Et donc s'instruire, donc dans ce module-là, on fait des ateliers pour faire de la sensibilisation et transmettre des connaissances en termes d'institutions politiques, de sciences sociales, de sciences politiques sur la Réunion. Donc à la fois, donc on a un prisme local, mais on a aussi un prisme national et parfois un prisme régional au niveau de l'océan Indien aussi. Donc l'idée, c'est de pouvoir transmettre aux jeunes femmes une connaissance en fait de leur environnement politique, de leur environnement institutionnel, pour qu'elles sachent se saisir en fait en tant que citoyennes de ce qui se passe et avoir un avis et pouvoir, si elles le veulent, s'engager sur des questions et savoir aussi qui solliciter quand c'est nécessaire, quel élu aller voir quand ils ont besoin de quelque chose ou autre. Donc on a ça, et dans notre partie, dans s'instruire, on a une grosse partie aussi sur la transmission de l'histoire des femmes. Et là, c'est vraiment un module hyper important, un atelier hyper important pour nous, qui est de revenir sur l'histoire du féminisme de manière générale, mais surtout de transmettre l'histoire des féminismes à la Réunion et de l'engagement des femmes. Donc c'est avec une perspective historique, et notamment grâce à Myriam Paris, qui est une chercheuse réunionnaise qui travaille du coup au CNRS et qui a fait un livre qui s'appelle Nous qui versons la vie goutte à goutte, et qui a fait un immense travail en fait sur la question de l'histoire des femmes. Et donc on s'appuie beaucoup sur des chercheuses réunionnaises qui travaillent sur différentes dimensions de l'histoire des femmes et des différentes communautés de femmes qui composent l'île. Et donc après on a ce module qui s'appelle construire son récit, où là en fait on fait intervenir dans des formats de table ronde des femmes issues de différents milieux, donc à la fois associatifs, artistiques, politiques, aussi économiques, pour qu'elles transmettent en fait leur expérience aux jeunes femmes de la formation, parce que oui, du coup la formation, elle s'adresse souvent à un groupe de jeunes femmes, de 15 jeunes femmes à peu près, qui ont entre 18 et 35 ans. On essaie d'avoir un peu un milieu un peu intimiste et un cercle de parole où on peut échanger. Ça, c'est pour donner un peu à voir aux jeunes femmes les différentes formes d'engagement et comment elles peuvent aussi percevoir leur engagement à la fois au court terme, mais à la fois à long terme, et s'inspirer de ce qui existe. Et puis il y a s'outiller, où là on fait plus de la prise de parole en public, de la sensibilisation à l'éducation financière. On fait aussi pas mal d'ateliers sur la santé mentale, donner des outils pour prendre soin de sa santé mentale dans l'engagement, voilà. Et quel genre de profil, du coup, viennent vers vous pour s'inscrire à ces formations ? Alors, le profil, donc déjà, ce que je disais, c'est que nous, on a un public cible qui est des 18-35 ans. Donc souvent on nous pose la question, mais pourquoi vous faites ce public cible-là ? Pourquoi vous étendez pas à toutes les femmes, etc. Mais en fait, nous on considère que déjà on part de notre expérience, vu que Lamia et moi on avait 23-24 ans à l'époque, et que nous, notre but, c'était de pouvoir aider des jeunes femmes qui sont dans le parcours étudiant ou qui vont rentrer dans la vie professionnelle, parce que en fait, c'est à ce moment-là que naissent les premières idées, les premières formes d'engagement, et c'est à ce moment-là qu'on a envie d'être guidé et d'être aidé, de connaître d'autres femmes. Donc nous, c'est là où on considère qu'on a la meilleure, qu'on peut proposer le meilleur accompagnement ou la meilleure expertise, où on se sent le plus à l'aise. C'est des femmes âgées de 18 à 35 ans. Il n'y a pas de critères après. C'est libre à toutes et tous, c'est gratuit. Nous, notre formation, on s'assure qu'elle soit gratuite, parce que on veut pas que le financier soit un frein pour les jeunes femmes. La première formation, on a pas mal eu un profil d'étudiantes à l'université de la Réunion, mais des étudiantes qui étaient aussi sur Paris, qui sont revenues pour les vacances pour faire la formation. Donc c'est intéressant d'avoir des filles qui font leurs études sur l'île et d'autres qui le font pas. Du coup, ça croise vraiment les expériences. On essaie d'avoir des filles issues de toute l'île. On avait aussi des profils dans d'autres formations qui étaient plus des profils de jeunes professionnels, qui sont, par exemple, qui venaient d'être profs au lycée, ou sinon qui travaillent dans le domaine de la santé. J'en ai eu 2 filles, par exemple, de Mafat aussi, qui sont venues exprès pour une de nos formations depuis Mafat. On a peut-être en plus un projet avec elles en ce moment, donc c'est génial de pouvoir atteindre autant de monde aussi loin. On n'aurait jamais pensé. Et puis aussi d'autres qui travaillent dans la petite enfance. Essayer d'être assez large, à la fois en termes de profil étudiant, mais on essaye aussi en termes de classe sociale également. C'est pas facile de faire de l'inclusivité. C'est bien de le porter comme ça et de l'afficher, mais en réalité, pour atteindre
des jeunes femmes. C'est pas facile, c'est là où on a eu le plus de difficultés en termes de recrutement. Il y en a beaucoup qui s'autocensurent. Moi, le recrutement, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, de parler directement aux filles, de leur dire que c'était aussi pour elles d'acquérir ce genre de connaissances. Il y en a qui avaient jamais, en fait, été plusieurs jours qu'avec des femmes. Pour certaines femmes, c'était la première fois qu'elles restaient qu'avec des femmes parce que généralement, bon, les femmes, c'était celles par qui elles étaient moquées quand elles étaient plus jeunes. Donc, un peu complexe aussi les différentes approches en termes les différentes perspectives de chacune en termes de féminisme, d'approche du féminisme, de la relation avec des femmes. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte quand on fait nos formations et c'est assez complexe à gérer parce que du coup, il faut pouvoir, en fonction de ces différences et ces différents rapports, pouvoir créer une solidarité et une énergie un peu collective. Mais au fond, je pense que le fait qu'on partage cette identité commune de femmes, ça permet déjà de créer un pont qui est vraiment incroyable et j'y crois beaucoup. Est-ce que tu as déjà pu observer des retombées de certaines formations? Bon, là, tu parlais par exemple d'un possible projet avec les jeunes femmes de Mafat. Déjà, je pense que les premiers effets, c'est de pouvoir se connaître. Enfin, c'est le fait de se connaître entre nous. Nous, on essaye toujours d'avoir des groupes WhatsApp après où on peut échanger. Après, c'est super difficile d'animer. On est toutes bénévoles. C'est compliqué. Mais je dirais que le premier effet, quand même, ça a été qu'on a réussi à agrandir l'asso, puisque la première formation qui a duré 1 semaine, on a recruté 3 filles qui sont en fait rentrées dans l'association. Donc Elsa, Marilyn, 4 plutôt. Elsa, Marilyn, Lucie et Francisca, et qui aujourd'hui ont différents rôles dans l'association. La semaine avait été tellement intense et c'est ce qui fait la force, je pense, de ce qu'on propose, c'est que c'est très intense, mais c'est ce qui permet de créer des liens forts et qui ont fait qu'elles nous ont fait confiance ensuite pour rejoindre l'association. Elles ont ensuite représenté l'association à La Réunion, elles ont animé une conférence avec Rokhaya Diallo le 8 mars dernier. Pour moi, quand on dit qu'on veut améliorer la place des jeunes femmes dans la vie publique à La Réunion, c'est typiquement ça. C'est d'avoir des femmes, des jeunes femmes présentes dans l'animation de conférences, aussi qui prennent la parole. Elsa, par exemple, elle a pris la parole à plusieurs événements. Et pour moi, c'est un pari gagné, en fait, de pouvoir être présente et de se dire qu'on a une parole spécifique et qu'on porte cette parole-là et que peut-être ça puisse inspirer d'autres jeunes femmes et qui peuvent se reconnaître. Et c'est pour moi ça, en fait, renouveler un peu le paysage aussi politique ou citoyen de La Réunion, c'est en essayant de porter, grâce à l'association, des jeunes femmes à ce genre de choses. Donc je dirais que c'était ça un des effets. Et puis un autre des effets, c'est qu'on a écrit une charte qui vise à améliorer la place des femmes dans la vie publique à La Réunion. Donc c'est une charte de 10 recommandations qu'on a coécrit avec la première promo de Aujourd'hui les citoyennes et qui a été notamment signée par la mairie de La Possession le 8 mars dernier. On essaye de faire aussi du lobbying. C'est un peu une partie de notre association, de former des jeunes femmes, c'est qu'on essaye de promouvoir et d'insuffler une culture féministe dans des endroits où on ne pourrait pas l'insuffler actuellement, dans des endroits assez fermés parfois peut-être que sont les institutions ou le monde politique à La Réunion. Donc on essaye à la fois d'avoir nos propres espaces où on a une liberté de parole et où dans nos formations en fait on s'exprime et on n'a pas de frein à le faire, et en même temps on essaye de s'inscrire dans des espaces où c'est peut-être un peu plus compliqué et où on doit avoir une parole parfois, je sais pas si c'est mesuré, ou en tout cas où on doit avoir une parole plus construite pour amener nos idées d'une manière différente. Donc en fait c'est des exercices complètement différents mais qui en fait font la richesse en fait du projet qu'on porte avec Lamia et Marilyn, Lucie, Francisca et Elsa. Puis les liens qu'on crée avec des jeunes femmes, je dirais qu'on est devenus amis avec certaines d'entre elles. Pour moi, ça c'est le premier, c'est un des plus beaux effets pour moi, c'est avoir des amitiés solides et savoir qu'on peut s'entraider. Et aussi avec d'autres femmes de d'autres générations. Un autre effet très concret. Une des femmes qu'on avait invitées à notre première formation qui s'appelle Audrey et qui est directrice du centre social de Saint-Denis au Camélia et qui est aussi graffeuse, qui par exemple pour notre 3e formation nous a prêté le centre social pour faire la formation. Donc en fait c'est aussi un réseau de solidarité qu'on crée au quotidien. C'était un de vos objectifs aussi
créant l'association. C'est ça, exactement. On essaye vraiment d'incarner très concrètement le féminisme à travers des relations ou tu vois des liens comme ça ou de l'aide. On essaye vraiment de faire en sorte que ce soit pas juste du théorique. Ça peut vite tomber dedans en disant ah voilà, on aide les femmes, on fait des trucs féministes. Voilà, le plus concret après c'est de l'incarner en fait dans des relations et dans nous les relations entre femmes et par exemple là tu parlais du projet à Mafat, voilà, on discute en ce moment avec des jeunes femmes de Mafat. Elles nous parlent un peu de leur expérience en fait de femmes dans les îlettes et tout et déjà le fait de pouvoir avoir cette conversation et nous avoir une meilleure connaissance de ce qui se fait. On veut pas non plus se positionner en tant que on fait pour les femmes. Nous le but c'est qu'elles acquièrent leur autonomie seules et que nos formations puissent les aider à ouvrir d'autres portes dans leur esprit, on va dire, et à vraiment leur permettre de s'émanciper de différentes façons et surtout sur la façon qui leur convient quoi. T'es vraiment très active sur le territoire malgré le fait que tu vives la plupart du temps en hexagone. Bon, du coup, j'ai compris que c'était aussi grâce aux jeunes femmes qui sont elles à La Réunion et qui aussi portent le projet de l'association. Ça permet vraiment de garder un lien. Toi, en tant qu'individu, tu continues aussi tes engagements politiques. Et je veux revenir un peu sur ton expérience qu'on évoquait au début à Youth 7 et Youth 20. Comment est-ce que on arrive à devenir délégué de la France? C'était quoi cette expérience? Alors ouais, c'était une expérience de fou. Franchement, c'était un peu une année folle. J'ai postulé à un programme qui s'appelle Programme des jeunes délégués, qui est porté par un think tank qui s'appelle l'Institut Open Diplomacy et qui depuis 2011 envoie des jeunes à des sommets internationaux. Et ces sommets internationaux, c'est ceux que tu as évoqués notamment, donc le Youth 7 et le Youth 20, donc Jeunesse 7, Jeunesse 20, qui sont les groupes d'engagement officiels du G20 et du G7. Et donc le G20 et le G7, ce sont les comment dire, je vais dire les réunions, mais les rencontres, la rencontre entre les 7 plus grandes puissances du monde et la rencontre entre les 20 premières puissances du monde. Donc on est envoyé en tant que jeunes à ces sommets, donc c'est des espaces de négociation où le but est donc de proposer des recommandations et que ces recommandations soient ensuite portées auprès des différents dirigeants des pays représentés. Donc soit pour le G7, soit pour le G20, donc ça a 2 temporalités différentes. J'ai postulé à ce programme, donc concrètement l'exercice a été de faire une simulation de G20. On a été 9 à être sélectionnés parmi à peu près 300 jeunes qui ont postulé au programme. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à y aller. J'ai connaissé le programme depuis plusieurs années. J'ai postulé, c'était la 3e fois que je postulais. Enfin, à l'entretien, on m'avait dit, mais vous allez postuler jusqu'à quand? Je dis, quand ce sera plus possible, c'est-à-dire l'âge limite, c'est 30 ans. Donc, je dis, jusqu'à ce que j'ai 30 ans et que je puisse plus. Et donc, je pense qu'ils ont été saoulés de moi. Ils ont dû se dire, bon, c'est bon, on va l'accepter. Et donc, j'ai eu l'occasion de partir au Japon en avril pour le Y7 et j'ai eu l'occasion de partir en Inde à Varanasi en août pour le Y20 et entre-temps je suis aussi partie au sommet le haut sommet pour le développement durable à l'ONU à New York. Truc de fou, expérience de malade. Une année de voyage du coup grâce à ce programme. Ouais, j'ai beaucoup voyagé. Je me sens un peu coupable pour mon empreinte carbone, mais ouais, j'ai pas mal voyagé cette année. Vraiment, c'était passionnant. C'est pas du tout de la simulation comme on peut avoir dans certaines universités où on fait des simulations pour l'ONU, par exemple. Là, c'était des vrais exercices de négociation entre les différents jeunes de tous les pays, et c'est des négociations assez corsées. Enfin, c'était vraiment, il y a des moments, c'était assez difficile de négocier. Enfin, on est vraiment avec des enjeux aussi plus pour le G20, mais avec des enjeux diplomatiques assez forts où en fait t'as certains jeunes qui sont plus ou moins reliés à leur gouvernement et donc c'est des vrais enjeux politiques. C'est pas juste des jeunes comme ça. Par exemple en Inde, ils étaient reliés au parti de Narendra Modi, donc qui est le parti nationaliste actuellement en Inde. C'était vraiment des enjeux politiques assez forts, notamment pour le G20. Vous négociez d'abord comme un mini-saut, mais qu'ensuite les propositions sont portées auprès du
on va dire du grand G20. C'est ça. En amont de chaque sommet, donc il y a des négociations qui se font en ligne parce qu'en fait on doit commencer à identifier les thèmes sur lesquels on va négocier. Ce que j'ai pas dit, c'est que chaque délégué a une thématique et moi j'ai été sur la thématique de notamment la santé. J'ai beaucoup porté des sujets de santé mentale des jeunes, beaucoup la question de la santé des femmes, beaucoup l'approche de la santé notamment via l'aménagement du territoire, comment en fait on fait des villes durables. J'ai pas mal porté la question aussi de l'alimentation. Et ça, je me suis basée sur l'expérience de La Réunion où en fait, à l'échelle du territoire, tous les 2 kilomètres, il y a un fast-food ou quelque chose comme ça. À partir d'enjeux très locaux, que soit je connaissais pour La Réunion ou à l'échelle de la Seine-Saint-Denis, du coup, j'ai porté des choses un peu plus générales. Tout ça pour dire que donc on avait une thématique, chaque délégué portait des recommandations sur sa thématique. On avait l'environnement, on avait aussi la paix, sécurité, digital, économie. Et donc en fait en amont, on négocie avec les délégués de notre thématique pour identifier un peu ce qu'on allait dire en amont du sommet. Et en fait au sommet, après, on a déjà une base de travail qui a été travaillée en ligne. Et ensuite, on vient négocier du coup durant ce sommet pendant plusieurs jours pour arriver à la fin à un communiqué. Et c'est extrêmement difficile, c'est vraiment un exercice de négociation sur des fois juste des mots, des concepts. En fonction des cultures, on voit pas du tout les choses de la même manière. Par exemple, sur la question de l'environnement, la notion de sobriété, elle est pas trop traduisible en fait en anglais. C'est des enjeux comme ça un petit peu où il faut expliquer ta pensée, des concepts qui sont pas forcément connus dans certains pays. Moi, j'ai beaucoup porté la question de notamment la limitation des contenus pornographiques pour les jeunes. Donc c'était un sujet qui avait jamais été abordé dans le cadre du Y7 ou du Y20. Donc on peut aussi apporter des nouveaux sujets. Et du coup, il faut pouvoir argumenter. C'était hyper intéressant comme exercice. Moi, ça m'a vachement aussi permis d'affirmer mes opinions parce que à un moment donné, quand tu dis que non, ça c'est ta ligne rouge et que tu vas pas signer le communiqué parce que en fait tu veux que ça apparaisse dans le communiqué. Tu as aussi des jeux de relations entre différents pays, du coup tu fais des réunions bilatérales en amont pour créer des coalitions avec d'autres pays. Super intéressant, j'ai appris tellement de choses et je me ressors vachement grandi de cette expérience et aussi d'avoir pu porter les intérêts en fait des Outre-mer et de la Réunion dans ce genre d'instance. C'était bizarre, du coup j'ai une position où on me disait as the French delegate, donc en tant que de déléguée française, et du coup je m'étais jamais perçue aussi comme ça en tant que représentante de la France, parce qu'on a un rapport un peu compliqué aussi vis-à-vis de, je sais pas, l'identité nationale et de si on est français, pas français, ou de ce sentiment d'être français ou pas. Et là, en fait, il y avait pas trop de questions qui se posaient, je représentais la France et c'était tout. Et je me suis vachement posé de questions aussi vis-à-vis de ma position par rapport à la Réunion, parce que beaucoup de gens me posaient la question de qu'est-ce que c'était les territoires d'outre-mer. Enfin, ils comprennent pas trop le concept. En gros, c'est en fait des anciennes encore, ils le définissent comme mais vous êtes encore des colonies. Du coup, c'est un peu compliqué comme statut, c'est un peu bizarre à l'échelle internationale en tant qu'outre-mer de se présenter, on va dire. Tu leur expliquais comment alors ce qu'étaient les territoires d'outre-mer? Je faisais une conversation de 20 minutes pour expliquer l'histoire en fait des outre-mer, effectivement de notre passé colonial, mais du changement de statut administratif et de aujourd'hui comment en fait on est, enfin en tout cas administrativement on était rattaché à la France ou en tout cas avec le même statut administratif que d'autres départements en France ou autres. Donc bon, forcément tu passes par l'explication de l'histoire coloniale et donc eux ils sont un peu en mode mais du coup c'est trop bizarre parce qu'il y a d'autres îles qui ont été indépendantes. Ils vont prendre l'exemple de Maurice. C'est un modèle qui est vraiment unique par rapport à d'autres territoires, à part peut-être les nouvelles à part les Pays-Bas qui ont des îles aussi dans les Caraïbes et tout. La France a un modèle hyper particulier sur de ce point de vue-là, du point de vue des Outre-mer. Et voilà, moi aussi ça m'a perturbée. Ça t'a obligé à porter une double casquette, à mettre des mots sur des choses auxquelles t'avais pas forcément réfléchi avant. C'est surtout que comme moi je suis en France, je porte un discours qui est souvent critique de certaines politiques publiques qui peuvent être avec une approche un peu néocoloniale ou autre. Donc j'ai quand même une critique anticoloniale que je cache pas quand je vois certaines choses que je trouve pas du tout normales ou vis-à-vis de la relation Réunion-Hexagone. Donc je porte ce discours-là ici, mais je pouvais pas forcément le porter de la même manière en fait à l'échelle internationale. Je devais prouver en fait qu'on était français. C'était un peu bizarre de dire non, je suis pas française, alors que je représentais la France. C'était vraiment bizarre comme entre deux et comme changement de position en fait.
Ouais, je pense que c'est quelque chose que, dans d'autres termes, il y a pas mal d'invités qui ont abordé par le passé, même dans Bas de Carré, surtout les gens qui ont vécu dans des endroits qui ne sont pas français, C'est qui ça. ne sont pas les Hexagones, à expliquer que oui, on est français et on se sent français, mais en même temps, il y a une différence. Oui, exactement, c'est ça en fait. C'est important pour nous de spécifier pour que la personne comprenne bien les nuances que tu apportes dans tes discours et dans tes perceptions. Exactement, en fait, eux ils sont en mode ah mais c'est juste un truc colonial et en fait c'est plus compliqué que ça. Enfin et du coup c'est très compliqué à saisir, enfin à faire saisir tout ce que recouvrent les départements ultramarins et les territoires ultramarins. C'était pas facile en termes d'identité pour moi, mais bon, j'ai vachement apprécié l'expérience et j'étais hyper heureuse de pouvoir porter les intérêts des territoires aussi ultramarins à ces échelles-là. Je trouve que c'est aussi important pour nous de se projeter dans ce genre d'instance. Du coup, c'est une expérience qui a duré 1 an. T'as été déléguée pendant 1 an, ouais, c'est ça? C'est ça. En fait, là je termine en fait cette fin d'année. Du coup, j'ai fait plusieurs sommets et du coup en France, il y a aussi, au-delà des sommets, on a rencontré des institutionnels, on a rencontré la ministre de la jeunesse, on a eu même l'occasion d'aller à l'Élysée pour présenter certaines de nos recommandations. C'est des choses, ça t'arrive pas tous les jours, donc au-delà de juste dire je vais à l'Élysée, c'était hyper intéressant pour moi d'apprendre comment ces milieux-là fonctionnaient en fait. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas toujours forcément d'accord et au-delà de ça, moi j'ai essayé vraiment de comprendre comment à ces niveaux de pouvoir comment ça a fonctionné et c'est un peu vertigineux en fait. Pendant un instant T, être dans ce genre de milieu-là, c'est juste impressionnant de voir comment ça fonctionne et de s'interroger en fait comment moi je me positionne vis-à-vis de ça, en fait est-ce que j'ai envie de ça ou pas, quelle est l'échelle aussi à laquelle j'ai envie de m'engager. Et en fait je me suis rendu compte que moi ce que j'aimais beaucoup, enfin ce que j'aime faire, c'est notamment de m'engager au niveau local, c'est ce qui me plaît, et avoir certaines instances internationales où je peux porter ces enjeux locaux. Tu vois, j'ai trouvé ça trop pertinent de pouvoir utiliser ce genre d'instances qui existent pour porter des enjeux locaux que je fais au quotidien. Je trouvais que c'était un équilibre hyper intéressant de pouvoir croiser cette dimension très locale et internationale, mais aussi nationale. Je trouve que c'est important qu'on soit présent dans ce genre de milieu parce qu'on l'est encore trop peu et que on a besoin d'autres voix en fait. On a besoin d'autres représentations. Et est-ce que tu as rencontré d'autres jeunes d'autres pays qui avaient un peu qui portaient les mêmes sujets que toi ou qui portaient des problématiques similaires, desquelles tu t'es sentie proche? Ouais, par exemple, la question de la précarité menstruelle, tu vois, on l'a beaucoup porté avec la déléguée indienne durant le G20, puisqu'en Inde, l'accès aux protections menstruelles, c'est très compliqué. Bon, on n'était pas du tout d'accord sur plein de choses, notamment politiquement ou autres, mais tu vois, on a porté ce sujet en commun. On a fait pas mal d'alliances avec les pays européens. En réalité, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se retrouve, hein, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni aussi. Enfin, il y a plein d'enjeux, notamment sur les questions environnementales, où on faisait front commun en fait. On avait un peu les mêmes idées. Avec la déléguée canadienne pendant le Y7 et le Y20, on a beaucoup abordé la question des peuples autochtones aussi. Donc ça, c'était hyper intéressant de pouvoir aborder ces questions-là. Par exemple, sur la question des droits des femmes aussi, j'ai beaucoup porté ces sujets-là avec notamment la déléguée italienne, la déléguée allemande. Donc oui, on se retrouvait sur pas mal de choses. Par exemple, au sommet, quand je suis partie à New York, à l'ONU, c'était moins un endroit de plaidoyer, mais j'ai rencontré plein de jeunes délégués, notamment à l'ONU, une suédoise, une autre néerlandaise, avec qui on avait des idées communes sur la question des droits des femmes, ou une réflexion notamment sur la place des femmes dans les processus de paix. J'ai rencontré plein de féministes en fait, donc ça c'était très 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 cool. D'autres qui sont pas forcément féministes non plus, mais oui, j'ai rencontré plein de jeunes et il y en a avec une ou deux avec qui je suis toujours amie, donc ça c'est trop bien de se dire qu'on a des amis un peu à l'international, c'est stylé. Et toi alors, en tant que jeune femme qui bien sûr t'as toutes ces opportunités de participer au débat, de rencontrer d'autres jeunes de différents pays, est-ce que t'as de l'espoir quand tu dis oui, on n'est pas toujours d'accord? Comment tu vois en fait l'avenir d'un point de vue non seulement local mais aussi l'avenir de tous? Ouais,
Bah oui, forcément, j'ai de l'espoir parce que sinon je pourrais pas faire ce que je fais, tu vois. Enfin, c'est tellement des sujets drainants et la réalité, elle est tellement difficile parfois, notamment sur la question des violences faites aux femmes ou même de ce qui se passe, je veux dire, dans le monde. Je veux dire, ne serait-ce que là en ce moment, ce qui se passe en Palestine. Enfin, quand tu vois l'état en fait actuel et même en Ukraine, ou enfin quand tu vois que dans ces genres de conflits, ce sont les femmes qui sont au premier rang, tu te dis mais en fait on a tellement pas avancé sur certaines choses, mais bon en fait tu peux pas t'arrêter à ça. Enfin vraiment ce que je disais au début de notre discussion, c'est pour moi ce qui m'anime, c'est vraiment l'énergie collective et c'est de pouvoir malgré ces constats un peu difficiles, trouver une forme d'énergie collective, de sororité avec les femmes avec qui je travaille au quotidien. Et ça me donne énormément d'espoir parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de faire des choses, mais qui ont parfois pas ce lien en fait entre elles pour le faire. Donc de ce point de vue-là, j'ai beaucoup d'espoir parce que toutes les femmes que j'ai rencontrées dans les formations avec Lamia, enfin c'était des femmes qui avaient envie de partager, enfin on se ressort toujours hyper ému de nos formations avec une volonté de faire la révolution quoi. Bon après, je sais pas, c'est en fait on se redonne de l'énergie un peu dans ces moments-là, tu vois, même si parfois c'est un peu difficile, les formations c'est ultra important pour moi parce que c'est vraiment des moments où je m'énergise énormément et où en fait enfin je me vois enfin ça me donne beaucoup d'espoir de ce point de vue-là. Si j'arrête si moi j'arrête, donc c'est pas qu'il y a pas d'autres personnes, mais du coup si j'arrête, du coup je porte plus aussi certains combats, donc finalement on n'entend plus parler, enfin du coup je me vois pas trop enfin moi ça fait vraiment partie de ce qui m'anime. Et au niveau local, moi, j'ai pas mal, j'ai beaucoup d'espoir. Enfin, quand on fait les formations à La Réunion, il y a une nouvelle génération de jeunes femmes et même aussi des femmes d'autres générations qui ont envie de nous aider, qui ont envie de aussi participer à ce mouvement-là qu'on essaye de créer avec Aujourd'hui les citoyennes. Voilà, ça me donne de l'espoir. Évidemment, il y a des choses qui m'énervent tous les jours et il y a de l'injustice tout le temps. En fait, si je m'arrête à ça, en fait, je fais plus rien, tu vois. Évidemment, des fois, je me sens démotivée parce que il y a des choses qui me révoltent et j'ai l'impression d'être un peu, de pas avoir trop de prise dessus. Mais j'essaie de me raccrocher à ce que je fais au quotidien, que ce soit des petites choses ou des plus grandes choses entre guillemets. Et qu'est-ce que tu dirais alors à des jeunes, femmes ou hommes, ou ni femmes ni hommes, tout le monde, à ceux qui veulent s'engager mais peut-être qui osent pas ou qui savent pas par où commencer? Je dirais il y a peut-être un premier un travail d'identifier la thématique qui vous anime. Il y a peut-être quelque chose en fait au quotidien qui vous anime plus que d'autres, parce que moi je pense qu'on peut pas être partout à la fois. Je pense qu'on peut pas tout faire, même s'il y a plein de choses qui me révoltent. En fait, à un moment donné, j'essaie de me concentrer sur une chose et peut-être après l'étendre à d'autres, mais en tout cas moi mon fil conducteur c'est la question notamment du féminisme. Mais donc peut-être identifier cette question-là, savoir est-ce que c'est plutôt du côté de la défense de l'environnement, ou je sais pas, travailler dans une association qui aide les jeunes à avoir un emploi, ou qui travaille sur la question de la protection des animaux. Je pense qu'il y a toujours un peu un petit intérêt qui vient, ou qu'on a identifié depuis qu'on est peut-être jeune ou petit, ou si c'est pas le cas, moi je dirais la meilleure formation c'est les associations, hein. Essayer de trouver une association autour de chez soi, ou même le premier échelle d'engagement c'est aussi dans son quartier. Je veux dire, ne serait-ce que aider des personnes âgées dans son quartier à aller faire leurs courses. Ça commence aussi par des actes citoyens comme ça. Il n'y a pas besoin non plus de faire d'énormes actions pour commencer à s'engager. Je dirais que ça peut juste démarrer par là. Et aussi, je dirais de bien s'entourer, en fait. Moi, ce qui m'avait vachement manqué, c'est que j'arrivais pas à trouver des gens qui avaient la même énergie d'engagement que moi. Et en fait, ça, c'est frustrant parce que du coup, t'as l'impression d'être un peu seule. Et donc, moi, avec Aujourd'hui les citoyennes, on a fait vraiment cette recherche de trouver des femmes qui voulaient aussi s'engager, parce que c'est ça aussi qui permet d'ouvrir son esprit, qui permet de peut-être réadapter son engagement. Et puis je me suis pas mal aussi, tu vois, j'ai pas mal lu également. Les podcasts, c'est un super outil pour s'informer, pour commencer à le faire. Il y a différentes plateformes, on peut le faire aussi, s'engager sur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'est pas toujours obligé d'être sur place. Nous, on fait pas mal de choses à distance avec l'association et en même temps des choses sur le terrain. Donc il y a vraiment des formats hybrides qui peuvent être trouvés.
On peut aussi s'engager dans son travail. Enfin, tu sais, juste en travaillant dans la fonction publique, par exemple, pour le service public, c'est hyper intéressant. On peut, pour son entreprise, on décide de faire une entreprise locale. Enfin, pour moi, il y a toujours une forme d'engagement. Pour moi, là où c'est difficile et où ça prend peut-être un peu de temps, c'est d'identifier vers quoi on veut aller. Parce que du coup, en fait, c'est le travail un peu de toute une vie. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, il y a toujours une intuition qu'on a pour identifier là où on voudrait s'engager. Avant d'aller tranquillement vers la conclusion de notre épisode, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on vous contacte à l'association Aujourd'hui les Citoyennes si on veut participer, s'inscrire aux formations? Nous, on a notre page Instagram, donc aujourd'hui-8 les Citoyennes, et puis on est sur LinkedIn aussi, Aujourd'hui les Citoyennes. Et puis après, vous pouvez me contacter aussi sur mon Insta, Maticose, sur celui de Lamia aussi, Lamia Mounavarali. Nous, aujourd'hui, on n'est pas dans une phase de recrutement ou d'expansion de l'association parce que voilà, on est peu et on essaye d'abord de mieux se structurer. Mais en revanche, pour les formations, par exemple, là, on va normalement avoir une formation en février à La Réunion. Vous pouvez vous inscrire. On a des promos de 15 jeunes femmes généralement qui peuvent venir et voilà, faut juste s'inscrire, remplir un formulaire. Si vous avez des compétences à proposer ou si vous voulez proposer des choses spécifiques, vous pouvez toujours nous envoyer un message. On a toujours besoin, parfois, je sais pas, de photographes pour nos événements ou on a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider sur la logistique ou peut-être si vous avez même envie en tant que jeune femme de partager votre expertise, d'intervenir ou même pas que, si vous êtes une professionnelle avec de l'expérience et que vous avez envie d'être dans une dynamique de transmission et pourquoi pas être intervenant dans nos formations, c'est aussi possible. Ne serait-ce qu'une discussion pour se connaître en amont, c'est cool. Enfin voilà, il n'y a pas besoin que ce soit très formalisé au début. Génial. Allons vers notre petite conclusion traditionnelle, Mathilde. Je pense que tu connais nos 3 questions de fin. Commençons par ce que tu dirais à la Mathilde plus jeune, peut-être celle qui n'est pas encore partie de la Réunion. Je lui dirais de croire en elle et d'avoir confiance en sa volonté de faire changer les choses et de vivre une vie qui la correspond en termes de richesse, de relations ou d'intensité de relations et de projets. Et alors, selon toi, quelle réunionnaise ou réunionnais devrions-nous tous connaître? Je vais dire un peu une réunionnaise quand même. Du coup, moi, je vous en ai déjà parlé au début du podcast, mais j'aimerais vraiment partager le nom de Myriam Paris, qui est une chercheuse et au CNRS et qui a écrit, qui a fait sa thèse en fait sur l'histoire des féminismes à La Réunion. Et son livre s'appelle « Nous qui versons la vie goutte à goutte, féminisme, économie reproductive et pouvoir colonial à La Réunion ». Et en fait, elle a fait tout un travail d'archives incroyable. Je pense qu'elle a ouvert des archives que personne n'avait fait avant pour en fait essayer de partager l'histoire des femmes réunionnaises. Elle a fait un travail énorme et durant les formations, elle est intervenue par 2 fois déjà et ça a été vraiment une révélation sur l'histoire des femmes de l'île et une meilleure connaissance de moi, de mon histoire. Vraiment, j'encourage en fait les personnes à prendre son livre et à déjà lire quelques articles sur internet parce qu'ils sont disponibles aussi gratuitement sur internet parfois. Et ouais, moi je veux qu'on rende hommage à cette femme parce que vraiment elle fait un travail énorme et elle a changé beaucoup de choses pour moi et même pour Lamia dans l'association et remplir un de nos objectifs qui était d'avoir une meilleure connaissance de l'histoire des femmes. Donc voilà, Myriam Paris. Vraiment envie de se procurer son livre. Ouais. Et enfin, la dernière question, quelle expression créole tu souhaites partager avec nous aujourd'hui? C'est un peu celle qu'on dit souvent, mais du coup, tiens, bolard pas. Ça exprime vraiment, pour moi, un état d'esprit ou une mentalité qui m'a permis de continuer à m'engager malgré, on parlait tout à l'heure un peu des difficultés à être dans l'engagement ou à être loin de La Réunion aussi. Je trouve que c'est une expression à la fois dans la tonalité et à la fois dans les mots qui, moi, me motive et me permet de continuer et de faire le lien avec mes origines. Une expression pour nous et pour toi en même temps, du coup. Voilà.
Merci beaucoup Mathilde pour le temps que tu as pris avec nous et puis merci aussi pour tous tes engagements qui sont vraiment inspirants, qui j'espère, moi qui m'inspirent et qui je sais qu'ils inspirent aussi toute l'équipe de Bas de Carré. J'espère continueront à motiver et à inspirer d'autres personnes. Toute l'équipe, on te souhaite une super bonne et longue continuation et puis on se revoit, je pense, très rapidement bientôt. Merci beaucoup Fabienne, merci à toute l'équipe de m'avoir donné cette plateforme pour exprimer mon engagement et pouvoir le partager à d'autres et en espérant que ça puisse créer d'autres connexions. Merci beaucoup encore. Oui, c'est sûr. Bon n'en retrouve. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram @batcarré @bat-kare pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!